La peur chez l'humain, quand elle est visuelle, est souvent générée par des choses monstrueuses, ou de l'horreur graphique. Que ce soit des monstres, du sang, ou encore des catastrophes. Mais parfois, ce qui nous fait peur, c'est ce qui nous ressemble trop. Imaginez-vous dans une salle, où on vous demanderait de distinguer un faux humain d'un vrai. Rien que l'idée glace le sang. Eh bien, ce sentiment trouve son origine dans une théorie des années 1970. Aujourd'hui, on descend ensemble dans la vallée de l'étrange. Alors, ne vous éloignez pas trop, et restez bien jusqu'à la fin de la visite. Ce nom de vallée de l'étrange n'est pas tombé du ciel, évidemment. Sa toute première apparition est due à un roboticien japonais du nom de Masahiro Mori. Dans les années 1970, le Japon, comme un grand nombre de pays, est en plein boom technologique et il n'est pas rare de voir fleurir dans l'esprit des chercheurs et des ingénieurs l'idée d'un futur où humains et robots vivraient en harmonie. Pas étonnant qu'un grand nombre d'animés avec des mechas aient vu le jour à cette période. Parmi ces chercheurs, il y a Mori, c'est celui qui nous intéresse. Né en 1927, il fait carrière dans la robotique et la cybernétique, essayant de comprendre non seulement la mécanique des machines, mais surtout la manière dont elles sont perçues par les humains. Contrairement à beaucoup de ses collègues concentrés sur la technique, Masahiro s'intéresse surtout à notre rapport émotionnel avec ces créatures artificielles. C'est cette idée presque philosophique qui l'amène à publier en 1970 un essai intitulé Bukimi no Tani Gensho, ce qui veut dire le phénomène de la vallée étrange. Ce texte, simple mais assez visionnaire, va donner naissance à une notion centrale dans l'étude des relations entre humains et machines. L'Uncanny Valley, ou la vallée de l'étrange. À cette époque, la robotique avance assez vite, et certains ingénieurs essaient déjà de fabriquer des androïdes avec un visage humain. En observant ces prototypes, Mori remarque quelque chose d'étrange. Tant que les robots restent clairement mécaniques, avec leur forme anguleuse et leurs gestes un peu raides, ils suscitent plutôt de la sympathie et parfois même de l'amusement. On pense facilement à ces jouets robotiques qu'on voyait dans les pubs à la télé ou que certains et certaines d'entre nous ont reçus en cadeau. Mais quand l'apparence devient plus réaliste, ça crée tout de suite une sorte de gêne. Un androïde qui ressemble vraiment à un humain, mais bouge de façon saccadée, ou un visage artificiel dont le sourire reste figé, déclenche soudainement un sentiment de rejet. Ce malaise n'a rien de rationnel, il est viscéral. Mori remarque d'ailleurs que cette réaction existe aussi ailleurs, et n'est pas simplement liée au robot. Enfant, il avait assisté à une exposition de poupées de cire. Il se rappelle avoir été dérangé à la vue de ces visages se voulant humains, mais présentant trop de défauts pour susciter n'importe quel sentiment positif. On peut aussi parler des mannequins ultra réalistes, ou plus tard, certains personnages numériques au cinéma. Ça soulève donc une vraie question. Pourquoi ce qui se rapproche de l'humain, au lieu de nous rassurer, finit par nous mettre mal à l'aise? Pour expliquer ce paradoxe, Mori transforme son idée en un modèle graphique. Il imagine une courbe qui relie deux choses. Un axe horizontal, le degré de ressemblance avec l'humain, donc de la simple machine jusqu'au double parfait, et un axe vertical, qui va représenter le degré de familiarité ou d'empathie qu'un observateur ressent. Au début de la courbe, les machines peu réalistes provoquent une réaction neutre, un peu positive. Plus la ressemblance augmente et plus la courbe monte, on devient plus empathique et plus réceptif. Par exemple, un robot au design stylisé, comme un personnage de dessin animé, peut paraître attachant. Mais cette montée s'arrête brusquement. Quand la ressemblance est trop proche sans être parfaite, la courbe chute. C'est là qu'apparaît le malaise. Des yeux qui semblent vides, un peu trop lisses, un sourire mal coordonné, un mouvement pas naturel, autant de détails qui nous font sentir que quelque chose cloche. Dans ce cas, l'un des exemples les plus connus, c'est aussi celui qui est le plus utilisé lorsqu'on parle de l'Uncanny Valley. Je veux parler de l'Android Repli Q2. On pourrait aussi parler de Sophia, l'androïde qui avait fait flipper toute la planète lors de son interview. J'en profite pour expliquer brièvement la différence entre un androïde et un cyborg. Les androïdes, c'est des robots humanoïdes qui possèdent une apparence humaine, donc Terminator, C16 dans Dragon Ball, ou alors Ultron. Il n'y a pas de partie organique, juste des créations parfaitement artificielles. En revanche, les cyborgs, ce sont des humains à qui on a ajouté des parties cybernétiques. Donc, pour reprendre l'exemple de Dragon Ball, on a C17 et C18 qui sont des cyborgs, au même titre que Genos dans One Punch Man ou encore Robocop. Maintenant que vous avez toutes et tous compris, j'espère, revenons à notre courbe. Mori compare cette chute dans le rejet à une vallée, un creux émotionnel où l'imitation imparfaite bascule dans l'étrange. Au-delà de cette vallée, Mori remarque un phénomène assez fascinant. Si la ressemblance devient parfaite, la courbe remonte tout aussi vite. Un être humain réel ou une imitation si parfaite qu'on ne peut la distinguer ne provoque plus le malaise. L'illusion est complète et le sentiment de familiarité redevient positif. De cette manière, la courbe de l'Uncanny Valley raconte une histoire en 3 étapes. La première, la sympathie croissante. Plus une machine ressemble à un humain, plus on la trouve attachante. La deuxième partie, la chute brutale. Dès que la ressemblance est trop forte mais imparfaite, le malaise surgit. La troisième étape, la remontée, donc quand l'imitation devient parfaite et que le malaise disparaît. Vous verrez que, initialement, la notion de vallée de l'étrange se réfère surtout à la robotique, mais ne pensez pas que cette théorie ne s'applique qu'à ce domaine. Oh que non. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir se pencher sur des exemples qui vont parler à tout le monde. Cinéma, jeux vidéo et animation numérique. Si on observe bien, l'Uncanny Valley est caché un peu partout, surtout dans les projets qui sont nés entre les années 1990 et 2010.
Le cinéma est probablement l'un des meilleurs terrains pour observer l'Uncanny Valley. Étant donné le caractère étrange, sans mauvais jeu de mots, de la vallée, certains réalisateurs de films d'animation choisissent à raison de partir sur des modèles 3D plus stylisés, afin de garantir le caractère empathique de leurs personnages. Pixar est un exemple parfait de cette approche. Dans des films comme Toy Story, Ratatouille ou Inside Out, tous les personnages se voient avoir des traits volontairement exagérés, que ce soit des grands yeux, des longs mentons, des visages ressemblant à des formes géométriques toutes plus arrondies les unes que les autres, allant même jusqu'au mouvement des corps qui sont tout aussi stylisés. Le visuel est caricatural, et on sent que ça sert autant au récit qu'à la bonne réception des spectateurs. Ce côté exagéré aide à créer une réelle empathie envers les protagonistes de l'histoire, tout en évitant le malaise. Si on devait situer les personnages des films d'animation Pixar, on les mettrait sûrement ici, sur la courbe. A l'inverse, certains films ont poussé le réalisme trop loin, avec des résultats parfois dérangeants. Le Polar Express, sorti en 2004, est devenu un exemple célèbre de cette difficulté. Les personnages sont très détaillés et visuellement proches des humains, mais leurs mouvements et expressions manquent de naturel. Les yeux paraissent souvent vides, les sourires rigides et certaines animations faciales semblent mécaniques. Ce qui va générer presque automatiquement ce sentiment de gêne qu'on pourrait qualifier d'instinctif. Notre cerveau perçoit une ressemblance humaine, mais ne peut s'empêcher de voir des détails qui brouillent le réalisme, ce qui nous fait aussi entrer dans un état assez inconfortable. De la même manière, Beowulf, sorti en 2007, a été critiqué pour le même phénomène. Les visages détaillés des personnages numériques semblaient réalistes, mais l'animation des expressions et des mouvements n'était pas assez fluide. Également, le film Final Fantasy The Spirits Within, sorti en 2001, donne le même sentiment que les deux films précédents. Et comment ne pas parler du retour de la momie ? Je me rappelle l'avoir vu enfant, plusieurs années après sa sortie, et avoir été vraiment dérangé par le visage de Dwayne Johnson lorsqu'il devient cette espèce de roi scorpion. Mais le phénomène ne se limite pas au cinéma. Je vous l'ai dit juste avant, on va aussi parler de jeux et d'animation. Dans les jeux, l'Uncanny Valley se fait sentir tout autant, parfois même plus, parce que les joueurs interagissent directement avec les personnages. Les visages hyper réalistes peuvent paraître dérangeants lorsqu'ils ne reproduisent pas parfaitement la subtilité des expressions humaines, ça vous l'avez compris, mais dans des jeux à ambition graphique très élevée, comme LA Noire ou les premiers Assassin's Creed, certains personnages réalistes avec des animations imparfaites ont été perçus comme étrangement rigides ou inexpressifs. Pour ma part, je trouve que la vallée de l'étrange est encore plus dérangeante dans un jeu vidéo. Dans la majorité des cas, le but est de plonger les joueuses et les joueurs dans une immersion quasi totale. Donc quand on se retrouve face à des personnages se voulant réalistes mais qui agissent de manière étrange ou non logique au code de l'immersion que l'on nous donne, ça peut être très déstabilisant. Donc pour éviter cette vallée, certains studios, que ce soit cinéma ou de jeux vidéo, utilisent des stratégies très différentes. La première consiste à styliser complètement les personnages, comme le fait Pixar, ou des jeux comme League of Legends et Hades, pour ne jamais se rapprocher du réalisme humain exact. Ça on l'a vu juste avant. La deuxième stratégie, moins courante mais très efficace, consiste à pousser le réalisme jusqu'au bout en perfectionnant chaque détail pour que le rendu soit indiscernable de la réalité. Dans ce cas, le spectateur ne tombe pas dans la vallée car il n'y a plus de discordance. Le visage et les mouvements correspondent exactement à ce que notre cerveau attend d'un humain réel. Certains jeux ou cinématiques en CGI montrent très bien cette approche. Quand la qualité de l'animation est exceptionnelle, le spectateur peut suspendre son incrédulité et ressentir de l'empathie pour le personnage. Bien évidemment, la seconde option colle beaucoup plus aux capacités numériques d'aujourd'hui. On peut penser à Detroit Become Human, The Last of Us 2 ou bien Red Dead Redemption 2, qui sont des jeux qui se veulent terriblement proches de la réalité, sans parler de leur monde immersif. Dans ce cas, les œuvres stylisées se trouvent là, et celle extrêmement réaliste se trouve ici. Plus on avance dans le temps, et plus ce sentiment étrange de l'Uncanny Valley se veut disparaître. On le voit notamment avec la présence de plus en plus fréquente des IA. Que ce soit via les filtres sur les réseaux sociaux, ou même les deepfakes qui peuvent nous faire prendre le visage de n'importe qui, et qui aujourd'hui nous permettent même de remplacer notre corps entièrement. On peut vite se faire avoir si notre œil n'est pas habitué à faire la différence entre le réel et l'artificiel. L'Uncanny Valley ne s'attaque pas juste à notre perception individuelle du malaise. Cette théorie a aussi des impacts sociaux et éthiques assez importants. Nous vivons aujourd'hui dans une société où les robots humanoïdes, les avatars numériques ou encore les intelligences artificielles prennent de plus en plus de place. C'est donc normal que la manière dont nous interagissons avec tout ça influence notre comportement collectif. On peut par exemple parler des robots de soins dans les hôpitaux qui peuvent aussi créer de la confiance comme du rejet. Un robot trop réaliste mais légèrement imparfait peut provoquer une méfiance ou un stress chez les patients, réduisant son efficacité, alors qu'un design plus stylisé ou volontairement artificiel facilite l'acceptation et l'empathie. C'est quand même fascinant quand on y pense. Le fait d'avoir plus d'empathie pour quelque chose d'artificiel qui ne nous ressemble pas ou très peu. Et surtout de ne pas en ressentir, voire même exprimer du malaise, à la vue de quelque chose qui est à la fois trop réaliste mais pas assez. Sur le plan éthique, la théorie de l'Uncanny Valley pose des questions sur l'exploitation de la ressemblance humaine. Les créateurs de robots et d'IA doivent décider jusqu'où pousser le réalisme. Faut-il reproduire fidèlement des visages et expressions humaines pour maximiser l'efficacité ou le réalisme, au risque de créer un malaise? Et qu'en est-il de reproduire des êtres humains réels, vivants ou décédés dans des contextes numériques? Nous voyons la face amusante de cette utilisation, car elle existe, indéniablement. Mais n'oublions pas que les deepfakes et avatars numériques posent un vrai problème éthique.
Le réalisme presque parfait peut manipuler les émotions, tromper ou créer des situations de harcèlement, ce qui montre clairement la ligne fine entre technologie et intégrité humaine. La vallée de l'étrange révèle aussi notre rapport psychologique et émotionnel à l'humain et à la machine. Elle montre que notre empathie n'est pas automatique pour tout ce qui ressemble à un humain. Elle dépend de la cohérence entre apparence et comportement. Les machines qui nous ressemblent presque, mais qui ne reproduisent pas parfaitement nos micro-expressions et gestes, déclenchent une alerte cognitive, un signal de danger ou de malaise. Cette réaction montre que notre perception de l'humain est très fine et que notre cerveau distingue instinctivement le vivant de l'artificiel. Sur le plan social, l'Uncanny Valley peut influencer la manière dont nous intégrons les technologies dans nos vies. Les gens peuvent éviter certains robots ou technologies parce qu'ils provoquent un inconfort inconscient dû à une trop grande ressemblance. Si ça vous intéresse, des études concernant le sujet ont été menées à l'université du Havre, en Norvège, ainsi qu'en Arabie Saoudite. Je mets les liens en description. Les designers ont donc pour objectif l'efficacité technique, évidemment, mais aussi de faire attention en ce qui concerne la dimension émotionnelle et sociale de ce qu'ils créent. En même temps, le fait de pouvoir utiliser le malaise généré par la vallée de l'étrange de manière artistique, c'est super intéressant. Dans les films, les jeux vidéo ou autres, savoir provoquer un sentiment d'étrangeté ou de rejet peut tout aussi bien servir la narration. On peut parler des jeux comme Look Outside par exemple, dont le design des adversaires génère véritablement un sentiment d'angoisse réel. Cette théorie soulève aussi une question philosophique assez profonde sur ce qui fait de nous des humains. Si notre empathie peut être déclenchée ou bloquée par des petites incohérences dans l'apparence ou le comportement, ça montre que l'humanité ne se limite pas à l'apparence extérieure. Elle réside aussi dans une combinaison complexe de mouvements, de micro-expressions, comme on l'a dit juste avant, et de comportements qu'on peut considérer comme cohérents. La vallée de l'étrange nous confronte donc à nos limites perceptuelles et à notre rapport émotionnel aux machines, en questionnant la frontière entre vivant et artificiel, et la façon dont nous pouvons ou devons coexister avec des entités créées pour imiter la vie humaine. Bon. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà, merci. C'était un sujet qui sortait pas mal de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. On va rétablir la vérité sur la vallée de l'étrange, parce que même si celle-ci est un concept largement repris, il faut rappeler que sa réalité scientifique reste très discutée. En fait, la théorie dispose de pas mal de biais si on fait bien attention. Parmi les personnes qui ont décidé de s'attaquer à la théorie, on retrouve Carl F. McDorman, un spécialiste de la robotique sociale. Il a montré que l'hypothèse initiale de Masahiro Mori reposait surtout sur une intuition non testée scientifiquement et que les réactions de rejet variaient selon le contexte, la culture et l'expérience technologique des observateurs. Ces recherches expérimentales ont révélé que l'étrangeté vient souvent d'une ambiguïté de catégorisation. L'objet se situe entre humain et non humain, ce qui perturbe nos attentes perceptives. McDorman propose plutôt une explication évolutionniste. Ces anomalies rappelleraient des signaux de maladie ou de danger. Pour lui, la vallée de l'étrange n'est pas une loi universelle, mais plutôt un modèle heuristique utile, influencé par de nombreux facteurs perceptifs et sociaux. Sa vision de la vallée de l'étrange est aujourd'hui l'une des plus connues. À part la critique de McDorman, David Hanson, le fondateur de Hanson Robotics, remet aussi en cause l'idée que la vallée de l'étrange soit inévitable. Dans son essai Exploring the Aesthetic Range for Human Robots, sorti en 2006, il suggère que tous les niveaux de réalisme ou d'abstraction peuvent être attrayants, à condition que l'esthétique soit bien travaillée, indépendamment du réalisme. Il pense que la qualité de conception est plus déterminante que le degré de ressemblance humaine. Dans son article Unpending the Uncanny Valley, sorti en 2005, Hanson et ses collaborateurs rapportent que pour eux, des robots bien conçus peuvent être appréciés même s'ils paraissent réalistes, ce qui contredit directement la supposée aversion automatique décrite par la théorie de Mori. En 2015, Jari Katsuri, excusez-moi pour la prononciation, un expert en recherche émotionnelle et en relations humain-ordinateur finlandais, publie une revue qui met en évidence la variabilité et l'inconstance des preuves empiriques liées à la vallée de l'étrange. Dans celle-ci, il distingue plusieurs hypothèses issues de l'idée originale, parmi lesquelles on retrouve l'effet naïf, qui suppose que toute augmentation du réalisme humain provoquerait automatiquement du malaise, la difficulté de catégoriser entre artificialité et humanité, et enfin le désalignement perceptif entre nos attentes humaines et les caractéristiques artificielles. Sa conclusion est assez claire. Il n'y a pas de preuves solides pour soutenir l'effet naïf ni pour l'influence du mouvement, tandis que l'hypothèse du désalignement perceptif bénéficie d'un appui plus convaincant. Donc pour lui, l'Uncanny Valley ne se manifeste que dans des conditions particulières et reste loin d'être une loi universelle. Et enfin, Masahiro Mori lui-même a émis des critiques au sujet de sa propre théorie. Il a précisé que son idée, sa théorie de l'Uncanny Valley, n'avait jamais eu pour but d'avoir une valeur scientifique véritable, mais plutôt de servir de repère destiné aux concepteurs de robots. En plus de ça, en 2005, il recommande même de ne pas rechercher à traverser la vallée, donc à faire des androïdes identiques à l'humain, mais de l'éviter, donc de rester dans cette zone avant le creux, et donc de garder un visuel ne se rapprochant pas trop de l'apparence humaine. Il a reconnu que même si certaines preuves empiriques, comme des mesures d'ondes cérébrales, semblent confirmer l'existence du phénomène, elles ne permettent pas d'expliquer clairement la cause. Pour Mori, la vallée de l'étrange reflète surtout une intuition esthétique et perceptive, plus qu'un effet biologique véritable ou cognitivement prouvé.
L'Uncanny Valley montre à quel point notre perception de l'humain est subtile et exigeante. Elle montre que le réalisme presque parfait peut autant fasciner que déranger, et rappelle l'importance de la dimension émotionnelle dans nos interactions avec les machines et les mondes numériques. Même si la théorie n'est pas universellement validée, elle reste un outil essentiel pour comprendre notre rapport à l'humain et à l'artificiel. Cela nous apprend que nos émotions se perdent et se croisent entre le réel et l'artificiel, comme des échos dans une vallée étrange. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai conscience que c'était un gros morceau assez technique. Mais c'est important pour moi de vous faire comprendre très rapidement que mon contenu sera tout aussi varié à l'avenir. J'ai pas trop envie de m'enfermer dans un domaine, surtout que je me passionne pour énormément de choses. Alors si vous avez apprécié celle-ci, je vous invite à la partager à des gens que ça pourrait intéresser. En tout cas, ça m'aiderait beaucoup. Donc à celles et ceux qui le feront, merci. Enfin, je dis ça, mais je remercie aussi les gens qui ne le feront pas. Avoir regardé jusqu'ici, c'est déjà une forme de remerciement pour moi. Sinon, je profite de ces toutes dernières secondes pour vous dire que j'ai créé un compte Insta et un compte TikTok où je poste des formats courts. C'est les mêmes que sur YouTube, qui sont en lien avec les grosses vidéos. Donc pareil, si vous êtes intéressé, les liens sont en description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.